Salut à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Frédéric Bako, panafricaniste ivoirien. Et donc aujourd'hui, nous parlerons des propos tenus par le président français Emmanuel Macron qui, devant ses ambassadeurs le 28 août 2023, disait que si la France n'était pas intervenue en Afrique, on ne parlerait plus des États comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. C'est sans oublier le sacrifice conçu par les Africains, de gré ou de force, pour la France dans la Première et Deuxième Guerre mondiale, dans les guerres d'Indochine et d'Algérie. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo. Il s'agit d'évoquer la politique africaine de la France et la crise au Niger. Le ton change. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Et donc, chers Africains, nous venons d'entendre les propos du président Macron. N'oubliez pas, n'oublions toujours pas que sans les tirailleurs sénégalais, la France n'allait pas exister comme elle l'est aujourd'hui. Et que c'est le sacrifice de nos pères, de nos mères, de nos grands frères qui ont permis aujourd'hui à la France d'être ce qu'elle est. Nul ne pourra tronquer l'histoire. Et au Sahel, la France a perdu 53 de ses soldats. Ces soldats venus nous aider. Et nous sommes reconnaissants pour leur sacrifice ultime. Mais qu'en est-il de nos grands-parents morts pour la France lors de la Seconde Guerre mondiale, lors des guerres d'Algérie, lors des guerres d'Indochine? Et après cette volonté de falsifier l'histoire, on se plaint aujourd'hui que la France est régnée par ses anciennes colonies. On nous dit que nous avons un sentiment anti-français. Anti-français? Jamais. Nous avons un gros problème avec la classe politique française, avec la politique française. Parce que là, il ne s'agit pas seulement d'une idée émise par le président Emmanuel Macron, mais écoutez également l'idée émise par son principal opposant, Madame Marine Le Pen, qui s'exprimait suite au renvoi par le Mali de l'ambassadeur français. Le pouvoir a décidé de façon très unilatérale d'expulser l'ambassadeur de France. Il a 72 heures pour faire ses valises. Pour l'instant, Paris prend acte de cette décision. Que devrait faire la France ? Bon, d'abord, permettez-moi de vous dire que cette décision est révoltante. Elle est révoltante parce que je rappelle à ceux qui nous écoutent que 53 de nos enfants sont morts pour aller défendre le Mali à la demande du Mali. La France n'a pas décidé toute seule d'intervenir. C'est le gouvernement malien qui nous a appelés pour faire face aux islamistes et 53 de nos enfants sont tombés au Mali. Aujourd'hui, la décision qui est prise ne mérite pas un commentaire qui consiste à dire on prend note, comme le fait le ministre des Affaires étrangères. Je pense qu'il faut immédiatement renvoyer évidemment l'ambassadeur du Mali, qui devrait déjà, au moment où on se parle, être dans l'avion. Je pense qu'il faut bloquer l'intégralité des avoirs des dirigeants maliens en France, qu'il faut d'ailleurs bloquer l'aide au développement à destination du Mali, et accessoirement qu'il faut bloquer l'intégralité des transferts de fonds financiers, y compris individuels, qui partent de France vers le Mali et qui représentent 12% du PIB du Mali. Je n'accepterai pas que la France soit humiliée comme elle l'est par le gouvernement malien, et je ne supporterai pas que notre armée soit humiliée comme elle l'est par le gouvernement malien. Est-ce qu'elle doit rester sur place? Bien sûr que non. Elle ne peut plus Il faut rapatrier nos soldats et capituler. Bien sûr qu'elle ne peut plus. On capitule devant les terroristes. Mais on n'a pas. C'est pas une question de capituler. C'est depuis le départ que ce dossier a été mal géré par Emmanuel Macron. Voilà, c'était un échec d'Emmanuel Macron, c'est un échec du président, c'est un échec du chef des armées. C'est pas lui qui a décidé d'envoyer la force française là-bas. Oui, mais le choix qui a été fait de maintenir des troupes
tout en les réduisant, ce qui limitait notre capacité d'action, tout en réalité étant dépendant de la maîtrise aérienne du Mali, dont on savait que les dirigeants étaient de plus en plus hostiles à la France. Tout cela, on a laissé pourrir, comme d'habitude d'ailleurs, c'est souvent le cas des gouvernements, ils laissent pourrir les situations et ça n'est pas une bonne chose. Donc pour l'instant, effectivement, on ne peut pas faire autre chose que d'envisager de quitter le Mali, peut-être d'ailleurs pour qu'une partie de nos troupes soit postée au Tchad. J'ai perdu beaucoup de camarades, beaucoup. Tout le temps, je pense à eux. Mon père était soldat français, mon grand-père était élève de Faidherbe, mon oncle a fait l'armée française, blessé de guerre 14, je suis petit-fils de chef. J'ai dit, voilà, je vais faire comme vous. Il fallait coûte que coûte me faire considérer par ma famille. L'ennemi est partout, devant vous, derrière vous, partout. C'est pas une guerre frontale, c'est une guérilla. Les bataillons sont des bataillons mixtes. Ça s'appelle le 26e régiment de marche militaire sénégalais. Mais dans ce régiment-là, vous avez des Européens, vous avez des Marocains, des Tunisiens. Il y a tout. Il n'y a pas de discrimination. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Tous nous sommes des frères d'armes. Il a été mortellement blessé à mes pieds. On venait de débarquer, il a reçu une balle en pleine poitrine. J'ai perdu beaucoup de camarades, beaucoup. Tout le temps, je pense à eux. C'est des souvenirs inoubliables parce que on était ensemble, on a vécu les mêmes peines, les mêmes fatigues. Ces camaraderies-là, on les retrouve que dans l'armée. Vous en liez d'amitié avec quelques-uns qui sont comme des frères de sang. C'était là aussi la guérilla. Hein? On nous disait que c'était un maintien de l'ordre au départ. Mais après, ça a changé de physionomie, un peu de beaucoup d'hommes. On a été déçus un peu, hein. Ils sont presque tous morts dans la misère. C'est de 14. Ils avaient une petite pension qu'ils ne permettait pas de vivre. Ah ben, ceux de 39-45, c'était un peu mieux, mais ils n'étaient pas considérés comme le vrai combattant français. Les pensions n'étaient pas identiques. À partir de 2003, on a commencé à toucher sensiblement les pensions d'un ancien combattant français européen. Qu'est-ce que vous pouvez faire à 90 ans ici? Nos épouses sont des vieilles femmes aussi. On a pensé que c'était une question de race. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas tué les Français. Se faire massacrer lâchement, leur fureur disait que les troupes noires sont des sauvages. Ce qui me touchait le plus, c'était de penser que tous ces pauvres gens, ils avaient une famille au Sénégal qui, pour la plupart, n'avaient pas les moyens de venir prier sur leur tombe. Est-ce qu'ils avaient su? Ces tirailleurs africains se sont battus avec courage pour la France, mais ils ont été victimes d'un massacre raciste et sont tombés dans l'oubli. Voici l'histoire de la tuerie de Chasselet. En juin 1940, la France est envahie par l'Allemagne. Des tirailleurs africains du 25e régiment et leurs officiers blancs continuent à résister dans le village de Chasselet, près de Lyon. Originaires du Sénégal, du Mali, de Guinée ou encore de Mauritanie, certains ont été enrôlés de force,
d'autres étaient volontaires. C'était les derniers combats pour essayer de retenir la puissance allemande. Voilà, ils ont livré bataille jusqu'à la dernière cartouche, mais évidemment, ils ne faisaient pas le poids par rapport à la force allemande. Encerclés, les combattants se rendent le 20 juin 1940. Les soldats nazis séparent alors les Noirs des Blancs. Et au milieu d'un champ, ils abattent une cinquantaine de tirailleurs africains à coups de mitraillettes. Les tirailleurs ont été rangés du côté droit de la route. Une fois les tirailleurs fusillés, ils sont passés dessus avec les chars. Donc j'ai appelé, j'ai dit, est-ce qu'il y a des vivants? Et il y en avait un qui avait 20 ans. On aurait dit un gosse, quoi. Il avait les deux jambes complètement écrasées, le tank lui avait passé dessus. Il me disait, tu crois qu'on va m'emmener à l'hôpital? J'ai dit, bah, bien sûr, ça va arriver, je veux rester avec toi, il me disait. Alors, je suis allée le voir, mais il était mort. Oui, j'en pleurerais de repenser. Oui. Et puis, il y en a eu d'autres aussi. Les jours suivants, les tirailleurs qui sont parvenus à s'échapper seront tués ou faits prisonniers par les Allemands. Certains habitants ont tout fait pour les sauver, parfois au risque de leur vie. Il fallait quand même avoir du cran pour les héberger. Elle en a hébergé 2 chez elle et c'était quand même dangereux. Contre l'avis du maire et contre l'avis de pas mal de la population qui disait qu'elle allait faire massacrer toute la population. Au lendemain de la tuerie, des villageois enterreront les cadavres des soldats africains afin de leur rendre un dernier hommage, et ce, malgré l'interdiction des nazis. En quelques jours, des centaines de soldats africains seront exécutés en France par le Troisième Reich en raison de leur couleur de peau. Considérés comme des sous-hommes, ils incarnaient pour l'occupant la décadence et la contamination raciale de la France. Craints pour la bravoure qu'ils avaient démontrée en 14-18, ils étaient décrits comme des violeurs par la propagande nazie qui interdisait notamment les couples mixtes. Il y a eu des exactions comme ça tout au long du parcours de l'armée allemande. C'est pas les seuls. Et les Nord-Africains aussi ont été victimes de ces massacres. Contrairement au Royaume-Uni, qui a engagé des poursuites pour les exactions commises par certains soldats allemands, la France ne réclamera jamais justice. C'était des crimes de guerre. Et la France n'a strictement rien fait. Alors évidemment, on pourrait penser que parce que c'était des tirailleurs sénégalais ou des Nord-Africains, la France n'a pas engagé de poursuite. Oui, sans doute, parce que si ça avait été des prisonniers de guerre blancs, peut-être qu'il y aurait eu un crime de guerre qui aurait été reconnu. En 1942, un ancien combattant nommé Jean Marchiani érigera un monument funéraire en leur mémoire à Chasselet. Surnommé Tata, ou enceinte sacrée en Wolof, le lieu rassemble les dépouilles de près de 200 tirailleurs, dont une cinquantaine sont anonymes. C'est dommage qu'il n'y ait qu'un seul Tata Chasselet. J'ai vu à Briançon des tombes de tirailleurs sénégalais. J'ai vu dans les Vosges des tombes de tirailleurs sénégalais. J'ai vu en Bretagne des tombes de tirailleurs sénégalais. Aujourd'hui, ce sont presque des morts anonymes. Des personnalités appellent désormais à renommer des lieux publics en hommage à ces soldats et à inclure ce chapitre sanglant de l'histoire de France dans les manuels scolaires. En janvier 2022, 2 plaques où figurent les noms de 25 soldats ont été dévoilées par le gouvernement. Mais selon l'historienne Armelle Mabon, elles contiennent de nombreuses erreurs. La chercheuse dénonce une falsification de l'histoire à des fins politiques et a écrit au ministre des Armées. On ne sait même pas si ces hommes sont inhumés au Tata de Chasselet, ce qui, pour moi, c'est pas un hommage, c'est un outrage. Plusieurs experts demandent aujourd'hui à ce que le lieu ne soit pas instrumentalisé politiquement et que la mémoire de ces hommes soit respectée, tant par la France que par l'Allemagne, afin qu'ils ne soient plus jamais oubliés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Continuez de vous abonner et grand merci à ceux qui sont déjà abonnés. Nous continuerons la lutte pour le panafricanisme et que Dieu bénisse l'Afrique. Merci.